Tout le monde a déjà entendu parler des Templiers, mais quelle est la part du mythe et quelle est la part de vérité? Ils étaient extrêmement riches. Et si vous voulez de la légende et des trésors, Oui. c'est un bon point de départ. Bien sûr. Il y avait des rituels sinistres. Et d'où vient cette idée selon laquelle ils possédaient le Graal? Ce n'étaient pas des chevaliers de pacotille. Non, ils étaient très bien organisés et entraînés. Bien, je descends. J'ai du neuf ici. Il ne fait aucun doute pour moi que quelque chose est caché ici. Et j'en ai apporté la preuve. Allez, c'est parti. Il y a un creux ici. Venez voir. Attendez, c'est un crâne? C'est pas vrai. L'ordre des chevaliers du Temple. Né au XIIe siècle, à l'époque des croisades, c'était l'une des organisations les plus puissantes et secrètes de la planète. Créé pour protéger les pèlerins en route vers la Terre Sainte, l'ordre a grandi jusqu'à devenir la plus grande armée que l'Europe ait connue depuis l'Empire romain, amassant au passage une richesse incommensurable. Mais soudainement, en 1312, l'ordre fut accusé d'hérésie et dissous. Ses membres furent arrêtés et ses dirigeants condamnés au bûcher. Aujourd'hui encore, les mythes et les théories du complot occultent la véritable histoire des Templiers. Alors, qui étaient-ils vraiment? Qu'est devenu leur trésor légendaire? Et y a-t-il une part de vérité dans la légende qui les relie à la relique la plus sacrée du christianisme, le Saint Graal? Des archéologues, des fanatiques religieux, Indiana Jones, tous ont traversé le monde à la recherche de la preuve de l'existence du trésor. Mais à part Indy, tous sont revenus les mains vides. Mais c'est peut-être sur le point de changer. Dans une maison délabrée d'Angleterre, un souterrain récemment découvert pourrait mener aux richesses des Templiers. Et en Pologne, un archéologue effectue des recherches dans une tour condamnée d'une église de l'ordre des Templiers qui pourrait percer les secrets de son ascension fulgurante et de sa chute dramatique. Alors, choisissez judicieusement et rejoignez-moi à la recherche de la vérité sur le trésor caché des Templiers. Ma quête de vérité sur le trésor des Templiers commence dans cette bonne vieille Angleterre. Même si j'aimerais profiter des curiosités locales et manger mon poids en fish and chips, je suis avant tout ici pour trouver le Saint Graal. D'accord, je suis peut-être un peu ambitieux, mais je suis à Londres pour enquêter sur un groupe mystérieux qu'il aurait autrefois eu en sa possession. Et pour ce faire, je me rends dans l'un des plus anciens quartiers de la ville. C'est la porte de Temple Bar. Au Moyen-Âge, c'était l'entrée la plus importante de la ville de Londres. Elle relie le palais de Westminster à la Tour de Londres. Et juste après elle, se trouve l'ancien quartier général des Templiers d'Angleterre. Au fond d'une allée étroite, à l'écart du monde moderne, se dresse une église circulaire qui ressemble un peu à un château médiéval. J'y ai rendez-vous avec le Dr Jones. Non, pas celui-ci. Le révérend Dr Robin Griffith Jones. Il ne porte ni fouet ni chapeau, mais il a écrit un livre sur les Templiers. Révérend? Bonjour, Josh. Ravi de vous rencontrer. Ravi également. Bienvenue dans mon église. Elle est incroyable. C'est vrai. Et quand il fait beau comme ce matin, elle est encore plus belle. Elle est magnifique. J'espère ne pas me tromper sur votre titre, il est très spécifique. Vous allez y arriver. Vous êtes? Le révérend et vaillant maître des Templiers. Est-ce qu'on vous a donné une épée? Il y a 800 ans, ça aurait été sûrement le cas. Mais aujourd'hui, j'ai juste un col romain, c'est plus discret. Oui, c'est vrai. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler des Templiers, n'est-ce pas? Oui. La plupart des gens les connaissent à travers Indiana Jones, le Da Vinci Code et les théories du complot. Mais si on demandait aux gens ce qu'ils savent vraiment, ils ne sauraient pas quoi répondre. Quelle est leur histoire? Elle a commencé en 1099, lorsque les chrétiens ont occupé Jérusalem pour la première fois depuis des siècles. Le centre du monde chrétien était sous domination musulmane, jusqu'à ce que les croisés s'emparent de la ville sainte. Elle devint alors un lieu de pèlerinage. Mais le voyage depuis l'Europe était long, cher et périlleux. Les embûches et les vols étaient monnaie courante.
Et pour répondre à ce problème, une solution fut trouvée. Aux environs de l'an 1119, un groupe composé de 9 soldats français, des chevaliers, vont voir le roi de Jérusalem pour lui dire qu'ils aimeraient former un ordre de moines qui seraient aussi des guerriers, dont le but serait de protéger les pèlerins. C'est une idée plutôt étrange, non? C'est une idée très étrange, je vous l'accorde. Et pour être honnête, les premières années, personne ne savait vraiment quoi faire d'eux, parce que les moines sont faits pour prier et les chevaliers pour tuer. Mais ce nouvel ordre médiéval s'acquitta parfaitement de ces deux fonctions, surtout les tueries. Leur habileté au combat devint légendaire. À leur apogée, les Templiers ont construit combien de forteresses? Combien d'églises ont-ils construit en Europe et en Terre Sainte? Il y avait des centaines de commanderies. Rien qu'en Angleterre, il y avait 14 ou 15 églises, mais seulement 4 existent encore aujourd'hui. Juste en Angleterre? Juste en Angleterre. L'ordre des Templiers, qui comptait 9 membres lors de sa création, a grandi pour devenir une organisation à grande échelle qui a duré plus de 200 ans. Les églises circulaires comme celle-ci étaient construites sur le modèle de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Une idée brillante qui reliait les Templiers à la dernière demeure du Christ. Une idée également lucrative, tant la protection des pèlerins devint un business. Évidemment, il est plus facile de protéger les pèlerins si le royaume est protégé. Oui, Ils ont dû construire un système extraordinaire qui reposait sur les dotations, les terres, les trésors et l'argent. les pèlerins fortunés déposaient régulièrement des fonds chez les Templiers au début de leur voyage vers la Terre Sainte en échange d'un billet à ordre. Ils récupéraient ensuite leur argent en fonction de leurs besoins dans des avant-postes sur le chemin, l'équivalent féodal des chèques de voyage. Ils étaient bien plus que de simples protecteurs de pèlerins sur le chemin de la Terre Sainte. Ils étaient essentiels à la vie financière, diplomatique et politique de l'Europe. Les Templiers étaient devenus une organisation internationale et les donations non imposables provenant de royaumes et de mécènes richissimes leur ont permis d'amasser une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Parmi leurs avoirs, si l'on en croit la légende, figure le trésor du temple de Salomon, incluant l'Arche d'Alliance et le Saint Graal. Donc pendant un moment, les choses allaient plutôt bien. Elles allaient mieux que bien. Mieux que bien, oui. Et le centre nerveux de tout ça pour les Templiers, c'est Jérusalem. Oui, exactement. Et que s'est-il passé? Eh bien, le point de non-retour a été atteint en 1291, quand les derniers chrétiens ont été forcés de quitter la Terre Sainte. Jérusalem retombe sous domination musulmane et les Templiers se retrouvent sans mission. Mais ils restaient très riches et très puissants, et certains ne le voyaient pas d'un bon œil. Et finalement, qui a mis fin à l'ordre du Temple? Le roi de France, Philippe IV. Très endetté auprès des Templiers et contrarié par leur puissance militaire et religieuse, le roi Philippe attaque l'ordre sournoisement en colportant des rumeurs. Des rumeurs selon lesquelles les rites d'initiation secrets des chevaliers étaient teintés d'hérésie. En 1307, de terribles accusations ont été portées à l'encontre de ces cérémonies. Il y avait des rituels sinistres, au cours desquels les Templiers reniaient le Christ ou urinaient sur la croix. La liste est sans fin. La plupart de ces accusations étaient fausses, mais il leur était impossible de prouver leur innocence. Je vois. Torturés pour obtenir de faux aveux, beaucoup furent condamnés au bûcher. L'ordre fut dissous et les chevaliers durent s'exiler. Et en un claquement de doigts, les Templiers disparurent. Mais qu'est-il advenu de leurs richesses? Toutes ces légendes sur le trésor des Templiers et sur les artefacts légendaires en leur possession, comme le Saint Graal, qu'est-ce qui nous pousse à croire que ces choses sont cachées quelque part? Ils étaient incroyablement riches. Oui. Et il y a cette histoire qui raconte qu'à la veille de leur arrestation à Paris, 12 chevaliers ont quitté la ville avec un trésor à bord de 18 bateaux avant de... Disparaître. dans la nature. À suivre. À suivre, exactement. Cette histoire inachevée, qui raconte qu'un groupe de Templiers a pris la mer avec un trésor, a nourri des siècles de théories. Je remercie le Dr Jones et je reprends la route pour tenter d'avoir le fin mot de l'histoire. Ma monture pour ce voyage est on ne peut plus anglaise, une Triumph Scrambler. Et comme les Templiers, ce cheval d'acier peut aller n'importe où, ce qui fait de moi un pèlerin très heureux. Les historiens à la recherche de la flotte de bateaux ayant fui la France semblent s'accorder sur l'Angleterre comme destination probable. Mais où exactement? Pour le découvrir, je me dirige vers le nord, à 2 heures de Londres, dans une ville historique où une chasse au trésor des Templiers est en cours.
Bienvenue à Burton-upon-Trent, qui fut autrefois la capitale mondiale du brassage de bière grâce aux moines de l'abbaye de Burton qui ont commencé à brasser au XIe siècle. L'abbaye n'existe plus depuis longtemps, mais les moines contrôlent une autre propriété des environs qui possède des liens directs avec les Templiers. Voici le Sinai Park House, un ancien grand manoir subissant aujourd'hui des restaurations majeures. J'y ai rendez-vous avec Kate Murphy, la gardienne du manoir, et David Atkins, un avocat et historien. Bonjour, Josh. Kate? Oui, enchanté. Ravi de vous rencontrer. David? Bonjour. Enchanté. Bien. Entrons directement dans le vif du sujet. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous faisiez des travaux. Une petite rénovation, c'est 3 fois rien. Bien. David, vous êtes historien. Alors, racontez-moi son histoire. Quel âge a cet endroit et de quand date-t-il exactement? La première maison construite ici date de 1066, juste après la conquête normande. Et le seul autre édifice comparable est l'abbaye de Burton, une autre construction en pierre, à environ 3 km dans cette direction. Oui, il y avait une abbaye très importante ici. Elle était gigantesque. C'était une abbaye très puissante. Et la connexion entre le manoir, l'abbaye et les Templiers commence en 1307. Le roi français était déterminé à se débarrasser des Templiers et de leur pouvoir. Donc ils ont fui Paris et ont embarqué dans des bateaux depuis le port de La Rochelle, avec à leur bord tous les trésors provenant de la Terre Sainte. Ils sont partis au milieu de la nuit et plus personne n'a jamais revu ce trésor depuis. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont quitté la France pour arriver ici? Ils sont venus en Angleterre parce que c'était le pays le plus proche de la France. Oui. Et les moines de l'abbaye de Burton étaient notoirement connus pour être facilement corruptibles. Et si vous aviez de l'argent et que vous aviez besoin d'un service, c'était vers eux qu'il fallait se tourner à l'époque. Quel rapport avec cet endroit? Juste après que les Templiers ont quitté Paris en 1307, les moines de l'abbaye de Burton ont pris le contrôle du Sinai Park House. Il y a une rumeur, vieille de plusieurs siècles, qui parle d'un tunnel reliant le Sinai Park House à l'abbaye de Burton. Est-ce que quelqu'un a vérifié cette rumeur? Oui, dans les années 1880, un groupe de notables de la région, composé de docteurs et d'avocats, s'est réuni pour mener l'enquête en dessous du manoir. Et ont-ils trouvé quelque chose? Oui, ils sont descendus dans la cave et ils ont trouvé un tunnel en forme de voûte. Ils l'ont emprunté sur environ 500 mètres. David pense que le tunnel était utilisé par les Templiers pour cacher les trésors qu'ils avaient transportés depuis la France. En tant qu'historien, que pensez-vous de cette histoire? Est-ce qu'il y a vraiment un trésor ici? J'en suis convaincu. Il ne fait aucun doute pour moi que quelque chose est caché ici. Et j'en ai apporté la preuve. Et quelle est cette preuve? J'ai en ma possession un article de presse. Il est écrit que des explorateurs ont réussi à trouver l'entrée d'un passage souterrain et qu'après avoir marché sur 500 mètres, ils ont été surpris par des fumées. Et ensuite, ils ont juste fait demi-tour? Ils ont fait demi-tour et plus personne n'est jamais revenu. Est-ce qu'il existe quelque chose qui pourrait corroborer cette histoire? A-t-on retrouvé des preuves physiques dans la maison? Oui, tout à fait. Il y a des choses dans la maison qu'il faut absolument que vous voyez. Après vous. Suivez-moi. J'en reviens pas. Il y a vraiment quelque chose ici. Mon enquête m'a conduit dans un manoir historique d'Angleterre à la recherche d'un tunnel secret qui pourrait mener au trésor des Templiers. Bienvenue dans la cave du Sinai Park House. Et voici la preuve dont je vous parlais. Il y a clairement quelque chose d'intriguant sur ce mur. On dirait qu'il a été cassé puis réparé. On peut voir les joints ici. Oui. Et ce qui est vraiment intriguant avec ce mur, c'est qu'il colle parfaitement avec l'histoire du journal, Oui, selon laquelle il y aurait une sorte de passage souterrain sous la maison. oui. Oui. Peut-on voir ce qu'il y a derrière ce mur? Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Si vous me promettez que le manoir ne va pas s'écrouler, oui, on peut essayer. J'ai pas très envie qu'il s'écroule sur nous. Pour éviter d'aller droit dans le mur, Kate et David ont fait appel à Dave Shepherd, un maçon venu percer soigneusement à travers les briques pour nous permettre de voir ce qui se passe de l'autre côté. Bien, alors, quel est le plan? Je vais commencer par percer un trou sur toute l'épaisseur du mur pour y insérer une caméra. Une mini-caméra, super. Une fois que j'aurai fait ce trou, on aura une meilleure idée de l'épaisseur du mur et de sa résistance. D'accord, on y va? Oui, c'est parti. Allez. Il est temps de percer à jour le secret des Templiers. Dave commence avec un petit forêt pour ne pas fissurer tout le mur. Allez, c'est parti. Dave perce soigneusement à travers le ciment centenaire.
quand soudainement... Ça y est! On est rentré jusqu'où? Jusqu'ici. Ça fait 2 ou 3 épaisseurs de briques. Oui, Et ensuite? pas de résistance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Dave agrandit le trou juste ce qu'il faut pour regarder à travers. Mini caméra, à toi de jouer. Bien, je passe à travers la brique. On dirait de la roche meuble derrière la brique. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a un creux ici, venez voir. Vous voyez ce vide derrière? Il y avait quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'était, mais on dirait que ça s'est affaissé. C'était peut-être un tunnel ou quelque chose qui s'est effondré sur lui-même. C'était peut-être un tunnel? C'est possible. Mais même si c'était le cas, il s'est effondré. Impossible de passer au travers. Je vois un calice posé sur une table. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment, non? Vous avez raison. C'est sûrement rien. Mais je pense pas qu'on puisse se frayer un chemin sans détruire tout ça entièrement, avec le risque que la maison ne s'écroule sur nous en plus. Oui, c'est sûrement pas une bonne idée. Non. Mais on pourrait essayer depuis la surface et voir si on peut atteindre le tunnel Oui. pour voir jusqu'où il mène. Après avoir découvert ce qui ressemble au reste du tunnel, nous remontons à la surface pour poursuivre nos recherches. Kate appelle des renforts pour nous aider, parmi lesquels je reconnais quelques visages familiers. J'aimerais vous présenter quelques personnes. Vous connaissez déjà John Content de vous revoir. et Nori. Nori, bien sûr, l'enquête sur Boudica. Exactement. Une journée incroyable. J'avais encore jamais vu autant de pièces au même endroit. On a donc 6, 12, 18, 24 en tout. On a trouvé 25 pièces. C'est fantastique. Et voici Dee Hillier, qui est archéologue. Bonjour. Dis, ravi de vous rencontrer. Ravi également. Et je vois que vous avez apporté un géoradar avec vous. Exactement. D'accord. Alors, c'est quoi le plan? On est sur un site historique, donc on va sonder le sol avant toute chose. On ne sait pas exactement ce qu'il y a en dessous et je pense que ça va être une expérience fascinante de le découvrir. Oui, tout à l'heure, dans le sous-sol, on a trouvé une preuve évidente de l'existence d'une porte en forme d'arche. Donc, j'imagine qu'on pourrait trouver toutes sortes de choses ici. Oui, à condition de bien chercher. Oui. Nous commençons par scanner le terrain à l'extérieur du manoir, en suivant une ligne qui va de l'entrée du tunnel à l'endroit où se dressait autrefois l'abbaye. Pendant ce temps, John analyse les résultats sur son moniteur. À première vue, on dirait une simple machine, alors que le travail qu'elle fait est très complexe. Le géoradar envoie des ondes radio sous la Terre qui reviennent ensuite jusqu'à lui. Nous marquons toutes les perturbations détectées à l'aide d'un drapeau avant d'y revenir plus tard. Avec un peu de chance, l'une d'entre elles nous permettra de localiser le tunnel. Comment je m'en sors? Parfaitement bien. Continuez comme ça. Merci. Je tondais la pelouse quand j'étais petit. Vraiment? Et ça payait bien? Non, et ça me manque pas. À l'aide du géoradar, nous sondons méticuleusement le terrain à l'extérieur de la propriété en laissant derrière nous toute une traînée de drapeaux. Stop. Une piste? Oui, Dee, Oui? tu peux mettre un drapeau ici. Continuez. D'accord. Très bien. Tenez-vous prêts. Stop. Ici? Reculez un peu. D'accord. Ici. Stop. Oui, ici. Tu peux mettre un drapeau. Voilà. Quelles que soient les cibles, regardez comme elles sont espacées. Ouais. Il y a 2 mètres à chaque fois. Voyons voir jusqu'où ça va. D'accord. Stop. C'est la même chose. On a des cibles identiques de chaque côté de l'allée. Oui, exactement. Voilà, c'est bon. Vous avez vu? Ça ressemble à un grand fossé. Oui. Il y a quelque chose tout autour de la maison. Jusqu'à présent, les lignes de drapeau signalent des perturbations souterraines qui prennent la forme d'un chemin rectiligne. S'agirait-il du tunnel effondré qui reliait le Sinai Park House à l'abbaye? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ça rigole plus, là. Cette pelleteuse va nous permettre de découvrir rapidement si nous avons vu juste. Cette machine est beaucoup plus précise qu'elle n'en a l'air. Elle retire délicatement des tranches de terre qui sont autant de tranches d'histoire. Une minute, je crois qu'on a quelque chose.
La perturbation dans le sol s'avère être une fine couche d'argile. Est-ce que cette couche d'argile est naturelle, selon vous, Dee? Non, je pense qu'elle a été déposée ici dans un but bien précis, pour étanchéifier la terre, Et pourquoi ferait-on une chose pareille? pour la rendre imperméable à l'eau essentiellement. C'est un fait établi qu'au XIIIe siècle, le Sinai Park House était entouré de douves. Vraiment? Oui. Et donc, si c'est vraiment ce qu'on est en train de regarder, ça veut dire que ces douves pourraient dater des Templiers? Elles ont au moins 1000 ans. Ce n'est pas le tunnel des Templiers, mais ce sont peut-être des douves utilisées par les chevaliers comme première ligne de défense. Et John est convaincu qu'il y a d'autres choses à découvrir sous les douves. Bien, donc, on essaie d'aller plus bas? Je pense que oui. Le géoradar indique clairement la présence de débris 1 mètre en dessous. D'accord, on continue. Après seulement quelques instants, nous découvrons soudainement de nouvelles pièces du puzzle. Attendez une seconde. On dirait une tuile. C'est pas fini. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à de la terre cuite. Une tuile en terre cuite. De quand date-t-elle, selon vous? Du 1er siècle. C'est l'ère romaine? Oui. Et elle était juste en dessous de la couche d'argile. Oui. Oui. Et il y en a plein d'autres. Ce qui veut dire que ce fossé a été creusé par les Romains, puis comblé ensuite. Puis transformé en douve. Oui. C'est dingue. La portée de notre découverte est potentiellement historique. La présence d'une colonie romaine sur cette place forte protégée par des douves pourrait expliquer l'existence même du Sinai Park House. Et de par sa disposition, le site aurait également offert de bonnes raisons aux Templiers de s'y installer. Donc, en se basant sur les données, vous pensez que ce fossé continue de ce côté. Oui. Et quelle est sa taille, à votre avis? Je pense qu'il fait le tour de la propriété. Ça signifie que ce système de défense était non seulement utilisé par les Templiers, mais également par les Romains. Oui. Et ça donnerait du poids à la théorie selon laquelle les Templiers se seraient installés ici pour défendre quelque chose. Ce serait un argument supplémentaire. Oui. Que défendait-il? Quelque chose d'important et de valeur. En se basant sur ce qu'on a trouvé ici et sur le fait que le tunnel doit bien aller quelque part, je pense que ce site a encore beaucoup à nous offrir. Je suis d'accord avec vous. Bien, je reviens dans 6 mois. Ça vous laisse le temps de chercher. Bien qu'aucune trace du trésor n'ait été trouvée sur le site, nos découvertes qui remontent à plus longtemps que prévu n'en restent pas moins significatives. David et Kate sont déterminés à poursuivre leurs recherches qui, j'en suis sûr, leur permettront de mettre au jour de nombreux objets remarquables dans les années à venir. Pour mieux comprendre comment les Templiers ont pu contrôler les routes de l'Europe pendant des centaines d'années, je me rends à la Schola Gladiatoria Historical Fencing Club. J'y retrouve Matt Easton, le fondateur de l'école, en train de batailler avec son collègue Jack Butcher. Bonsoir, je suis à la recherche de Matt. C'est moi. Ah, ça me rassure. J'avais peur d'avoir interrompu un vrai duel. Jack, enchanté. C'était génial, les gars. Merci. Incroyable. Alors, je vois des épées et des boucliers. Est-ce que ce sont les armes utilisées par les Templiers? Oui, on s'entraîne aux techniques de combat à l'épée et au bouclier que les Templiers utilisaient selon les traités d'escrime médiévales. Les Templiers avaient la réputation d'être des guerriers féroces. Est-ce que c'est mérité? En tout cas, toutes les sources de l'époque s'accordent sur ce point. C'étaient des soldats professionnels qui passaient la plupart de leur temps à s'entraîner au combat. Leur charge militaire était célèbre, et on sait grâce au règlement de leur ordre que leur arme principale était la lance. Oui. Ils prenaient très au sérieux tout ce qui avait trait à la cavalerie. D'accord, ce n'étaient pas des chevaliers de pacotille. Non, ils étaient très bien organisés et entraînés. En raison de leur chute brutale et inattendue, il ne reste que peu de traces écrites de leur entraînement dans les livres d'histoire. Cependant, on sait qu'ils étaient des moines disciplinés dont les activités se résumaient à manger, prier et combattre en utilisant les armes les plus mortelles de leur époque. Quant à moi, je compte sur ma taille pour rester en vie. J'espère que ça suffira. Vous pouvez me donner les bases du combat singulier? Bien sûr, oui, on va vous apprendre les techniques de base. Sans me tuer? On verra. On va essayer. On verra. M'accrochant à la promesse fragile que je ne mourrai pas, je me prépare au combat. Les Templiers avaient investi dans les meilleures armes et armures que l'argent puisse acheter.
Sachant cela, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu déçu par cette tenue. Comment ça va, Josh? Ça irait mieux si j'avais la même armure que lui. Ça suffira pour ce qu'on va faire. Ça suffira? Pourquoi pas l'armure complète? Voici un bâton. Vous me donnez pas une épée? Non, un bâton pour commencer. D'accord. On apprend d'abord à marcher avant d'apprendre à courir. Et en accord avec cet adage séculaire, Matt commence par m'enseigner les mouvements basiques du combat. On va commencer par la garde. Il existe plusieurs options. La plus simple étant de tenir l'épée en haut, prêt à riposter. D'accord. Il existe une autre variation avec la main dans la même position, mais le bâton pointé en avant. D'accord. Bien, alors... Jack, tu peux... Putain, c'est réel! Il s'est mis en position d'attaque et j'ai eu très peur. Bon sang, allez! Matt m'enseigne quelques techniques de combat médiéval, peut-être utilisées par les Templiers. Et après ce cours accéléré, je passe à l'action. Et j'ai gagné. Bon, sais-je. Nous enfilons nos casques et je me prépare pour mon combat imminent avec le Chevalier Noir. On ne passe pas! Ça craint. Ça va, c'est juste une égratignure. Et d'un seul coup, je suis content qu'on utilise des bâtons. Désolé, j'y suis allé un peu fort. Ça va? En pleine tête. Je me suis littéralement vu me faire poignarder dans l'œil. On aurait dit un film en 3D. Je me rends. Vous vous en êtes bien sorti, c'était très bien. Vous êtes doué. Bien sûr, oui. Je suis doué pour mourir. Honnêtement, c'était très bien. Bravo, Templiers. Oui, C'est pas facile. mais vous avez appris de vraies techniques. Ouais. Ce sont les fondamentaux du combat à l'épée. J'ai appris à faire la paix avec Dieu, comme les Templiers en fait. Merci beaucoup, c'était cool. Merci à vous, Josh. Il est temps de m'enfuir. Je quitte l'école d'escrime des Templiers, encore plus impressionné par leurs exploits. Mais maintenant que je connais leurs aptitudes au combat, je suis étonné de la vitesse avec laquelle ils ont été décimés. Et j'ai hâte d'en apprendre plus sur le mystère qui entoure leur chute. Heureusement, j'ai entendu parler d'un site archéologique où des découvertes incroyables pourraient m'apporter quelques réponses. Je prépare mes valises et je m'envole vers l'est à destination de la Pologne. Bienvenue dans l'ouest de la Pologne. La frontière allemande est juste derrière moi et bizarrement, ce n'est pas le premier pays qui me vient en tête quand je pense aux Templiers. La Pologne ne faisait pas vraiment partie de la route entre l'Europe et Jérusalem. Donc que viennent faire les Templiers ici? Un site archéologique près d'une église pourrait m'apporter quelques indices. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble une église de Templiers dans la campagne polonaise, mais avec un peu de chance, on va la trouver. J'y crois pas. Je crois que c'est là. Une imposante chapelle de briques rouges se dresse fièrement au-dessus du paysage. Et comme les églises que j'ai vues en Angleterre, elle ressemble étrangement à un château fort. En face de cet édifice surprenant, je suis accueilli par Przemysław Kolosowski, un archéologue spécialiste des Templiers, accompagné par son interprète Carol Lindholm. C'est incroyable! C'est vrai, la première fois que je suis venu ici, j'étais époustouflé. C'est une église du Temple, construite au beau milieu de nulle part. Oui, on est en pleine campagne et d'un seul coup, il y a cette immense structure. De quand date-elle? Elle a été construite à la fin du XIIIe siècle, peu de temps avant la chute des Templiers. L'apparence de cette église est vraiment surprenante. C'est une église, mais elle ressemble aussi à une forteresse, avec ses grandes tours et ses trous qui ressemblent à des meurtrières. Pourquoi est-elle construite comme ça? L'église était une commanderie à l'époque. Elle était à la fois un lieu de recueillement et un avant-poste fortifié pour les Templiers. Elle était là pour rappeler à ceux qui la verraient combien les Templiers étaient puissants. Une commanderie est le nom donné spécifiquement aux avant-postes des Templiers. Elles étaient dirigées par un commandant unique et servaient à la fois d'église, de place forte et même de salle du trésor. Selon Przemysław Kolosowski, l'église face à laquelle nous nous trouvons était le quartier général des Templiers d'Europe de l'Est et un site essentiel durant leurs dernières années.
C'était un lieu très important pour eux. Mais pourquoi ici? Pourquoi cette immense église au beau milieu de la Pologne? Les Templiers perdaient le contrôle de la Terre Sainte. Ils étaient persécutés en France. Et ils ont fini par se réfugier en Europe de l'Est. Les pèlerinages vers Jérusalem ayant cessé, et le roi Philippe ayant décidé de les pourchasser, il était temps pour les Templiers de redéfinir leur mission. Des commanderies comme celle-ci, à la frontière de leur territoire, étaient des endroits parfaits pour se regrouper et se préparer à un avenir incertain. Quand l'ordre du Temple a été dissous, la majorité de leurs bâtiments ont été soit rasés, soit réaffectés. Très peu d'artefacts ayant appartenu aux Templiers ont été retrouvés, et encore moins de tombes. Mais je pense que nous sommes à l'aube de découvertes importantes ici. Pourquoi pas un cimetière de Templiers? Depuis quand avez-vous commencé les fouilles sur le site de l'église? On vient tout juste d'entamer les travaux dans cette section, mais il y a un mystère à l'intérieur que j'aimerais vous montrer. Je vous suis. Pendant que l'équipe de Przemysław Kolosowski creuse à côté de l'édifice, nous rejoignons l'entrée de la commanderie. Sur place, je fais la connaissance de Janeta Czerwinska, une historienne qui a découvert une singularité étonnante dans l'architecture de l'église. Donc, si je comprends bien, il y a un mystère ici. Oui, et je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. L'une de ces deux tours a des escaliers. La seconde n'en a pas. C'est juste une immense tour vide? Oui, elle est complètement vide. Existe-t-il des constructions similaires? Pas à ma connaissance, non. Et la plupart des édifices des Templiers qui ressemblent à celui-ci ont juste une seule tour. Le mystère s'épaissit. C'est très étrange. Donc à quoi peut bien servir cette tour vide? À cacher un trésor. À cacher un trésor, je vois. Si cette église était bien le quartier général des Templiers d'Europe de l'Est, elle devait sûrement contenir une salle pour stocker à la fois de l'argent et des documents importants. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Bien sûr. Alors allons-y. Je vais vous montrer. Incroyable. C'est magnifique. J'en reviens pas. Et la tour mystère est de ce côté? Oui. On y va? Josh, regardez. Ici. J'y crois pas! Une tour mystérieuse et inaccessible dans une commanderie de l'ordre du Temple et je me mets à rêver du trésor. Malheureusement, sans aucun moyen de l'atteindre. C'est de la folie! Il n'y a pas la moindre trace d'un escalier. Il y a juste des câbles électriques. Et ces câbles descendent du toit? Du toit, oui. On les a juste laissés tomber. Oui. Et à quoi servent ces niches? Ces petites entailles dans les murs? On ne sait pas. La présence de niches est inexplicable. Selon Janeta, elles ne correspondent pas aux emplacements des marches dans l'autre tour. Et pour pouvoir les regarder de plus près, nous allons devoir employer une méthode peu conventionnelle. Comment on y accède? Le seul moyen de monter, c'est de descendre. Depuis le toit? Oui. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas si haut. Non, au contraire, c'est très haut. Et vous le savez très bien. Allez. Pour atteindre le toit, nous passons par la deuxième tour, celle qui a des marches. Josh, regardez par ici. Génial, la croix des Templiers. Chaque marche est construite avec des briques assemblées comme ceci. Donc c'est l'escalier d'origine? Oui. Il est ici depuis près d'un millénaire. Je vois. D'accord, bien. J'espère qu'il tiendra un jour de plus. Voilà. On est arrivé sur le toit. Maintenant que je suis en haut, il est temps d'aller en bas. Janeta et son équipe ont aménagé la tour pour que nous puissions descendre en rappel du toit. Et quand je dis nous, je veux dire moi, parce que personne d'autre n'est assez fou pour se suspendre à ces poutres millénaires. Nous ne savons pas dans quel but cette tour a été construite, ni si les niches contiennent des artefacts historiques. Mais il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Allez, c'est parti. Bien serré. C'est tellement haut. J'ai une certaine expérience de la descente en rappel, mais je n'avais encore jamais essayé dans une tour du XIIe siècle. Bien, je descends. Je me trouve au niveau des premières niches, près du sommet.
Elles sont vides. Il n'y a rien ici. Je descends au niveau suivant. D'accord. Soyez prudents. Oui. Les niches sont espacées d'environ 1 mètre et leur agencement est régulier tout au long de la descente. Elles ne forment pas de spirale comme un escalier. Elles étaient peut-être là pour supporter des poutres qui ont pourri depuis longtemps. Bien, regarde surtout pas en bas. C'est parti. Je suis maintenant au niveau des ouvertures suivantes. Que voyez-vous? Il y a une brique qui se détache. Encore des morceaux de briques. Rien d'autre. Bien, je descends. Aucune trace d'un artefact. Tu m'as fait peur l'espace d'un instant. Désolé, je fais que passer. Je suis arrivé au niveau des niches suivantes. J'ai du neuf ici. Une des ouvertures est plus profonde. Elle n'est pas comme les autres. Vous pouvez m'en dire davantage? Elle doit être 3 ou 4 fois plus profonde que n'importe laquelle des autres ouvertures dans le mur. Et pourquoi, à votre avis? Je sais pas, c'est une bonne question. Elle est remplie de sable. Il y a encore des morceaux de briques ici. Josh? Oui? Vous pensez que c'est une cachette? Peut-être. J'ai du mal à voir le fond de l'ouverture derrière le mortier. Je ne peux pas l'atteindre sous cet angle. En raison de l'âge et de la valeur historique de cet édifice, nous ne voulons pas risquer de l'abîmer en perçant à travers. Nous filmons et notons les dimensions des niches avant de passer aux suivantes. Je suis presque en bas. D'accord. Beau travail, Josh. J'y suis. Félicitations. C'est poussiéreux. Poussiéreux, oui, un tout petit peu. C'est de la poussière millénaire du temps des Templiers. Vous m'en direz tant. Bien, je suis détaché. La poussière millénaire mise à part, notre descente a fait avancer l'enquête en filmant des éléments de l'édifice jamais vus jusqu'à présent. À l'avenir, Giannetta et son équipe devront décider de la suite à donner à leurs investigations dans la tour. Quant à moi, à peine arrivé en bas, je suis rappelé à l'extérieur pour une découverte intrigante. Qu'est-ce que c'est? On a trouvé un mur. Il s'agit peut-être d'une tombe. Une tombe? La tache sombre ici? Oui, là où c'est noir. Oui, je vois, ici. Bien. La différence de couleur entre ces deux niveaux de sol indique qu'à un moment donné, la partie sombre a été creusée ou déplacée. Vous pensez que c'est une tombe? J'ai l'impression qu'elle est orientée vers l'est, ce qui pourrait signifier que c'est une tombe de Templiers. Les Templiers étaient traditionnellement enterrés en direction de la Terre Sainte, afin d'être témoins du retour du Christ. S'il s'agit bien d'une tombe de Templiers, elle pourrait nous donner des indices importants sur leur mode de vie et nous aider à comprendre pourquoi ils ont laissé si peu de traces de leur culture derrière eux. Alors? Ah, ça ressemble bien à une tombe. Ici! C'est un crâne? Oui, Il reste très peu de reliques de l'ordre des Templiers, et encore moins de tombes de chevaliers. Le corps est allongé dans l'axe est-ouest, oui, donc c'est peut-être un Templier? oui, c'est peut-être un Templier parce que la tête est à l'ouest, mais le visage regarde vers l'est, vers la Terre Sainte. L'emplacement de cette tombe est très spécial, donc il est possible qu'elle appartienne à quelqu'un d'important, et elle date de la période des Templiers. Je vois. Nous sommes dans la bonne période, et nous sommes sur le porche d'une commanderie importante. Mais est-ce suffisant pour affirmer qu'il s'agit bien d'un Templier? J'en reviens pas. C'est dingue, regardez ça. Ce crâne est vraiment très bien préservé. Regardez ses dents. C'est difficile à dire pour celles du haut, mais celles du bas sont encore en très bon état. Ça signifie peut-être que c'était quelqu'un qui mangeait bien et qui avait une certaine importance. L'état des dents dans une tombe ancienne est souvent un bon indicateur du statut social du défunt, pour la simple et bonne raison que seuls les plus riches avaient les moyens de se nourrir correctement. On s'attend donc à ce qu'un Templier dans une commanderie ait des dents en bon état.
Et il existe un autre élément important qui indique que cet homme pourrait bien être un Templier. Il a été enterré les bras croisés. C'est typique des Templiers. C'est vrai. On peut voir que son bras droit est replié comme ça. On dirait qu'il y a deux tombes finalement. Quoi? Elles ne sont pas au même niveau. Incroyable! C'est une autre tombe, séparée de la première. N'est-ce pas? Et elle se situe juste en dessous, donc... Au Moyen-Âge, on n'avait pas encore l'habitude de se souvenir de l'emplacement exact de chaque tombe. Donc sans pierre tombale pour indiquer l'endroit, on pouvait empiler les corps les uns sur les autres. Je vois. Alors que je tiens compagnie au corps au fond de la fosse, il est de plus en plus probable que nous ayons trouvé des sépultures extrêmement rares de Templiers. Mais quand il y a de la place pour 2 tombes, il y en a souvent pour 3. J'ai quelque chose. On dirait des os, non? Oui? Une 3e tombe? Attendez, c'est un crâne? C'est pas vrai? Une autre tombe? Ça en fait 3? Dans cette fosse? J'y crois pas, regardez. On a une tombe sous une tombe sous une tombe. C'est vraiment incroyable. Chaque fois que je déplace de la terre, on découvre un peu plus de cette personne. C'était peut-être un Templier, qui sait. On apprend un peu plus de son histoire à chaque pelletée de terre. Je crois que cette fosse est extraordinaire. Josh, je pense qu'en ce moment même, vous vous tenez debout à côté de plusieurs Templiers. C'est une découverte importante et émouvante pour moi. C'est bien plus que de l'histoire, ce sont des personnes. Cependant, je dois admettre que je suis étonné du manque de faste de ces sépultures. Je pense que, pour beaucoup d'entre nous, l'image du Templier renvoie à celle de chevaliers en armure avec des épées et des boucliers. C'est comme ça qu'on se les représente. Mais voilà la réalité. Ces tombes sont d'une simplicité déconcertante. Il ne faut pas oublier que les Templiers étaient avant tout des moines au service de Dieu. Oui. Et selon leur tradition, c'est comme ça qu'ils devaient être enterrés. Sans épée, ni bouclier, ni trésor légendaire. Le trésor légendaire est sous nos yeux. Ce sont des vraies personnes qui ont vécu une vraie vie et de vraies histoires. Et les voici sous nos yeux. On devrait quand même vérifier que le Graal n'est pas enterré avec eux. Cherchez tant que vous voudrez. Oui, encore un peu. Oh, juste un peu. Vaut mieux être sûr, hein, on sait jamais. Les Templiers exerçaient plusieurs fonctions. Hommes d'église, soldats et bailleurs de fonds. Leur fortune et la puissance qui en découle sont le pivot sur lequel tourne toute l'histoire du Moyen-Âge. Pourtant, 800 ans après la dissolution violente de leur ordre, leur héritage se résume avant tout à des histoires. Et la plupart d'entre elles sont devenues légendaires. Des coffres remplis d'or, la fortune de nations entières et la coupe d'un charpentier. Personne ne sait s'il existe encore des trésors enfouis quelque part, attendant d'être trouvés. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que leur puissance était telle que les grands d'Europe ont fait tout leur possible pour effacer leur mémoire des livres d'histoire. Mais ils ont échoué parce qu'aujourd'hui, je les ai rencontrés face à face. Et je pense mieux comprendre les principes pour lesquels ils ont vécu et qui ont fini par les perdre. La pénitence, le service et la foi. L'ordre du Temple était une société secrète, mais en aucun cas une légende. Et finalement, le vrai trésor des Templiers est leur histoire.